Différentes coalitions, beaucoup d'activités, d'actions prévues par-ci, par-là, C64, C4, C5, il y en a beaucoup ces derniers temps dans notre pays. Et tout cela autour du changement de la constitution de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler peut-être du troisième mandat du président de la République. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de On en parle. Je reçois pour vous Maître Stanislas Wakenge, analyste politique et communicateur provincial de Ensemble de la République, parti cher au président Moïse Katumbi Chapwe. Maître Stanislas, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Mes salutations aussi à mon co-débatteur ici présent. Il faut souligner que c'est Ensemble pour la République. Voilà, Ensemble pour la République. Voilà, monsieur Jean-Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Jourdain. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs, j'y arrive, qui nous suivent en ce moment. Et je salue également aussi mon co-débatteur, mais je m'en vais déjà pour me présenter. Je suis le secrétaire fédéral du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, donc secrétaire fédéral chargé de la communication. Voilà. Merci. Voilà, c'est avec eux que nous allons essayer de parler, de voir tout ce qui se passe autour de ces différentes coalitions et autour du changement de la Constitution. Alors, pour commencer, je commence avec vous, monsieur Jean-Claude. Après tout ce que vous avez vu par rapport à la coalition C64, qui a vu jour il n'y a pas longtemps et qui a même lancé sa première activité qui était la ville morte, qui était prévue pour le 3 juin passé. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? Selon vous, est-ce que la ville morte a été une réussite, un échec? Quelle est votre lecture par rapport à ça? Une fois, merci beaucoup, monsieur Jourdain. Vous savez, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, les coalitions naissent et selon les circonstances et selon aussi les réalités politiques de notre pays. Évidemment, la création de C64, en tant que démocrate, nous disons que c'est une voix des Congolais qui sont aussi capables de créer leur mouvement, de créer leur coalition. En politique, des alliances se font et se défendent par rapport aux circonstances et aux intérêts. Lorsque les intérêts convergent, les gens s'unissent pour un intérêt quelconque. Et lorsque les intérêts divergent, les gens se séparent, raison pour laquelle on parle de la politique, du dynamisme plutôt politique. Ça veut dire que aujourd'hui je peux être avec celui-ci, demain je peux être avec celui-là. Aujourd'hui je peux avoir un tel avis, demain je peux changer la vie. Maintenant, il faut se poser la question sur la C64. Est-ce que cette coalition est opportune? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle elle collabore, elle coïncide avec les réalités ou bien les prescrits de l'article 64 dont il est question? Parce que cette coalition est créée autour de cet article 64. Oui. Que dit l'article 64? Moi, la question que je me pose, est-ce que les initiateurs de cette coalition comprennent l'article 64? Est-ce qu'ils essaient de l'interpréter pour le comprendre de quoi il s'agit dans cet article? Est-ce que vous pouvez me permettre de lire cet article pour que les Congolais comprennent il s'agit de quoi dans l'article 64? Bien. L'article 64 dit ceci. Oui. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. On se pose la question, qui a pris le pouvoir par la force? Est-ce que Tshisekedi a pris le pouvoir par la force? Est-ce que Tshisekedi viole la Constitution? Ce sont des questions qu'on se pose. Que mon ami en face va me répondre. Parce que normalement, nous devions accepter que les Congolais s'unissent pour faire bloc à un groupe d'individus qui auraient pris le pouvoir par force. Et pourtant, Tshisekedi est arrivé au pouvoir
c'est par les élections. Et les élections étaient inclusives. Donc, Personne n'avait été exclu comme ce fut le cas en 2018 parce qu'on a connu certains qui étaient contraints à l'exil. Donc les autres se sont vus leur candidature rejetée, telle que la candidature de mon président national, son excellence Jean-Pierre Bemba, a été rejetée injustement, sans raison, sans motif. Mais les élections de 2023, tout le monde a pris part aux échéances, sans exclusion aucune. Tshisekedi a gagné haut la main le suffrage. Et donc, on se pose la question, est-ce que Tshisekedi a pris le pouvoir par force? Qu'il nous prouve, c'était par quelle force? Quand on parle de la force, si on voit les armes. Est-ce qu'il s'est-il imposé avec les armes? Non. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Est-ce que nous comprenons vraiment ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que les gens de C64 prennent les Congolais pour des naïfs? C'est ça la question qu'on se pose. Qui veulent renverser un régime constitutionnellement établi? Ce sont les gens qui sont à l'Est. Et pourtant, l'article 64 appelle les Congolais à s'unir contre ces gens-là, les bandits qui sont à l'Est, qu'eux favorisent, qu'eux tolèrent. Et les favorisent. Mais je dis bien l'opposition. Ils favorisent les rebelles. Ils favorisent les rebelles, ils les supportent et ils les soutiennent en coulisses. Et donc, vous voyez que cet article ne concerne pas la raison pour laquelle la coalition a été créée, plutôt que l'article appelle les Congolais à s'unir pour faire bloc à toute tentative de renversement du pouvoir par la force, à toute tentative de prise de pouvoir par la force. C'est qu'il n'a pas pris le pouvoir par la force, nous avons vu tous qu'il y a eu les élections qui l'ont porté à la tête du pays. Et donc, si vous allez à l'article 52, qui complète l'article 64, alinéa 2, on vous dit que aucun individu ou groupe d'individus ne peut se servir d'une portion du territoire national pour y exercer des activités subversives ou bien se servir de base arrière pour attaquer notre pays. Dans le cas d'espèce de notre pays, à qui est-ce que l'opposition devait faire bloc, devait faire échec par rapport aux activités qu'ils exercent? Mais ce sont les bandits qui sont à l'Est. Ces gens qui occupent illégalement nos territoires, ces gens qui violent nos mamans, qui tuent la population. Mais l'opposition ne fait jamais un bloc contre ces gens-là et ils font le bloc contre celui qui combat pour mettre fin à la guerre qui a duré 30 ans, qui a endeuillé le peuple congolais. Et c'est à celui-là qu'on voulait faire bloc. Je me pose la question, parce que les gens qui sont dans l'opposition, certains ont participé à la gestion de ce pays ici sous le régime passé. Qu'est-ce qu'ils ont à donner comme leçon dans la gestion? Ils n'ont rien foutu pendant leur gestion, pendant qu'ils sont passés... Il y a aussi des gens qui étaient dans les régimes passés qui sont avec vous aussi à l'Union Sacrée. Évidemment. Ceux-là, ils ont accepté, n'est-ce pas, de coaliser, de travailler ensemble avec le régime en place. Et ils ont fait quoi aussi? Aujourd'hui, on peut dire que la guerre est finie. Non, comprenez, monsieur Jourdain. Quand j'ai dit, parce que ceux-là, ils ont accepté d'apporter encore leur expérience, d'apporter leur connaissance à la gestion de l'État, aussi à construire notre pays. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont accepté de collaborer avec le chef de l'État pour combattre l'ennemi qui est à l'Est. Le chef a lancé un appel aux Congolais. Vous rappellerez en 2020, avec les consultations pour la création de l'Union Sacrée, il a tendu la main à tous les Congolais qui sont prêts à venir s'unir et que nous puissions tous développer notre pays ensemble et combattre l'ennemi. Qui est l'ennemi de notre pays? C'est le Rwanda qui nous combat. Et donc, les Congolais qui étaient prêts se sont unis à l'appel, ils ont accepté l'appel du chef de l'État, ils sont venus, même s'ils ont géré dans le régime passé, dans le régime de 18 ans, ils sont quand même venus montrer leur bonne volonté de servir encore la nation. Le président ne les a pas refusés. C'est pourquoi il a voulu coaliser avec tout le monde, unir tout le monde autour de sa vision de développer le Congo. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ils développent le Congo ensemble. Maintenant, moi, je me pose la question, ceux qui sont dans l'opposition là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont géré le pays, quelles sont les leçons qu'ils nous donnent? Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans cette nation? Si ce n'était pas des détournements,
si ce n'est pas vendre les minéraux à l'étranger. Et donc, vous voyez que cette coalition n'a pas sa raison d'être. C'est juste une diversion pour manipuler la population congolaise, pour ne pas dire la vraie vérité où elle se trouve. La vraie vérité est que la guerre qui est à l'est du pays. Ils vous disent, parce que leur objectif, c'est non au troisième mandat, non au changement de la Constitution ou bien révision de la Constitution. Monsieur Jourdain, est-ce que les gens ont compris ce que le président de la République a dit dans son point de presse? Parce que ce qui était essentiel de pouvoir divulguer à la population, ils se sont tus. Mais ils ont pris les biscuits. Hein, vous les journalistes, vous comprenez le langage. Les biscuits. Ce qui n'était pas nécessaire là, c'est ce qu'ils ont fait brandir aux yeux de la population. Vous pensez que ce que le président a dit, ce n'était que des biscuits quand il dit si le peuple acceptait ou que si le peuple m'accordait un troisième mandat, je vais l'accepter. Pourtant, il est censé garantir la constitution actuelle qui ne l'autorise pas d'avoir un troisième mandat. Monsieur Jourdain, le chef de l'État a dit qu'il ne faut pas lier le débat sur la révision ou le changement de la Constitution à un troisième mandat. Je n'ai pas demandé le troisième mandat. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Mais si le peuple veut, j'accepte. S'il vous plaît. Si le peuple veut, j'accepte. Ça, c'est passé. Mais si vous suivez encore vers la fin, il a dit, je serai heureux de finir mes 2 mandats et de passer la main à mon prédécesseur pour qui je serai disponible. Mon successeur, excusez-moi. À mon successeur, merci beaucoup. Donc, je serai heureux de finir mes 2 mandats et passer la main à mon successeur pour qui je serai disponible à lui aider et aider la nation. Je ne prendrai pas les armes comme les autres le font. Les autres, c'est Kabila qui a pris les armes aujourd'hui, qui combat le peuple qu'il a dirigé. Et donc, vous comprenez que le chef d'État a été clair. Il n'y aura pas de troisième mandat. Mais ce qui est vrai à dire ici, c'est que le deuxième mandat de Félix Tshisekedi va se prolonger aussi longtemps que les zones occupées ne sont pas encore libérées par les rebelles. Même en violation de la Constitution? Pas en violation de la Constitution. Comment pouvons-nous organiser les élections sans les 2 régions-là? Et comment organiser les référendums qui est aussi une élection pendant qu'il y a des zones qui sont occupées? Merci beaucoup. Le référendum constitutionnel ou bien la révision de la Constitution, nous ne sommes qu'au niveau du débat. Okay. Il n'y aura pas vraiment un référendum parce que le référendum appelle à la participation politique du peuple. Quand on parle de la participation politique du peuple, c'est-à-dire le peuple dans sa globalité. Toutes les populations congolaises, de toutes les zones, de toutes les régions, doivent participer à ce référendum-là. Dès lors qu'il y a des zones occupées, il n'y aura ni référendum constitutionnel, il n'y aura ni élection dans ce pays. Et donc, le référendum, il y en aura, mais après la libération de ces zones-là. Mais le débat sur le référendum ou bien le changement de la Constitution, la révision de la Constitution, nous devons le faire parce que ça, ce n'est pas interdit. Pendant l'état de siège ou bien pendant la guerre. Le débat, nous devons le faire, c'est en démocratie. Nous devons plutôt dire qu'est-ce que nous pouvons faire, pourquoi nous voulons réviser la Constitution ou bien pourquoi nous voulons changer la Constitution. C'est ça même le débat, c'est ce que nous devrions maintenant faire comprendre à la population. Je vais vous revenir sur ce débat, les débats sur les référendums et tout. Je donne d'abord la parole à Maître Stanislas. Maître Stanislas, vous avez suivi M. Jean-Claude qui estime que la coalition 64 n'a pas raison d'être parce que apparemment vous ne comprenez même pas les pourquoi vous faites ça, parce que vous interprétez très mal l'article 64 de la Constitution. Encore une fois, merci beaucoup, M. Jourdain. J'ai suivi les dires de mon co-débatteur par rapport à la coalition 64. Il a lu, mais il n'a pas compris la disposition en question. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Je vais l'aider à comprendre. Vous savez, l'article 64 de notre Constitution dispose: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est le premier alinéa. Je l'explique. Ici, la coalition
C64 est dans la procédure de faire échec à M. Tshilombo par rapport à toutes ces manigances. C'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Pour eux, ils pensent que c'est d'une manière express. Vous voyez que cela sera fait. Et pourtant, nous sommes en train de mettre les mécanismes en place pour barrer la route au 3e mandat ou à la 4e République qu'eux cherchent à nous imposer. Nous faisons déjà échec dès maintenant dans la procédure. Il a évoqué l'alinéa 2. Je suis un peu rapide. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le punit conformément à la loi. Je lui pose la question. Qui cherche à renverser le régime actuel? Selon lui. Qui cherche à renverser le régime actuel? Parce que tous ces rebelles-là sont condamnés à mort. Avez-vous déjà vu un mort en train de combattre un vivant? Parce qu'ils sont déjà condamnés à mort. Il a dit que nous sommes pendant l'état de guerre. Nous sommes pendant l'état de guerre. Conformément à l'article 86, il a une constitution là-bas. Qu'il lise l'article 86, qui avait déjà déclaré officiellement cette guerre conformément à ces dispositions. Nous devons être sérieux et nous devons connaître ce que nous disons. Nanga, c'est un rebelle. Il est condamné à mort. Est-ce que je peux lire l'article 86? Lisez l'article 86 pour de nos la Constitution. L'article 86 nous dit ceci. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Qui avait déclaré cette guerre que lui a évoquée ici? Donc on n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre parce que cette guerre n'a jamais été déclarée. Nous sommes sous un état de siège. Notre pays est menacé parce que la guerre n'a jamais été déclarée officiellement. Vous savez, la guerre se déclare. La guerre se déclare. Ce sont des institutions qui doivent s'unir pour déclarer la guerre. Ça, c'est une menace. Notre République est menacée. Notre pays est sous un état de siège. Quand il évoque la question de la guerre, qui a déclaré la guerre officiellement, conformément à la loi? Vous savez, l'Union sacrée aujourd'hui, il a d'ailleurs dit que les élections de 2018, on avait écarté leur chef, l'ancien rebelle Bemba. L'ancien rebelle. C'est un ancien rebelle. Bemba, c'est un ancien rebelle. Il avait été écarté sans cause valable, sans raison. Bemba, jusqu'à aujourd'hui, il a un casier judiciaire. Qui dit la loi? Il a déjà été condamné à la Cour pénale internationale. Comment est-ce qu'un ancien criminel peut prétendre être président de la République, mon frère? Soyons sérieux quand nous parlons de la République. La coalition C64 est là pour barrer la route au régime de M. Tshilombo. Et c'est légal. Ils ont préféré proclamer, moi je sais pas, ou préparer le changement de la Constitution pour flouer la population. Sous prétexte que si le peuple veut, moi je vais briguer un 3e mandat. Quel est ce peuple-là qui est au-dessus de la Constitution? Quel est ce peuple? Même le président de la République lui-même n'est pas au-dessus de la Constitution. Nemo sensi ture ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est quel peuple qui sera au-dessus de cette Constitution qui va octroyer le 3e mandat au président de la République? C'est ça. La coalition, c'est le peuple est souverain. Il est souverain. Quand est-ce qu'un peuple doit être souverain? Nous tous, nous en tant que peuple congolais, nous sommes régis par cette constitution. Aucun peuple ne peut être au-dessus de la constitution pour dire non. Mettons d'abord la constitution de côté et on donne le 3e mandat à M. Tshilombo. Quel est ce peuple-là? Soyons sérieux. Soyons sérieux. La coalition 64 est en train de barrer la route par rapport à toutes les stratégies de l'Union sacrée. Vous pensez aujourd'hui que les régimes actuels exercent en violation des dispositions de la Constitution? D'ailleurs, lui-même a évoqué ici quelle est la disposition constitutionnelle que M. Tshilombo a violée, l'actuel président de la République. L'article 213. Le président de la République a ratifié les accords, la charte sur l'EAC, sans la voix de la population congolaise. Ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale n'a jamais été saisi par rapport à cette question. Qu'ils me disent ici, devant vos caméras, quelle est cette loi qui avait été proposée, votée et adoptée à l'Assemblée nationale portant ratification
à une charte de l'EAC ou une loi qui avait été proposée, votée et adoptée à l'Assemblée nationale portant la ratification sur l'accord de Washington. Qu'ils me disent ici, qu'est-ce que dit l'article 213? Le président de la République peut négocier les traités et accords. Article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Oui. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Par quel mécanisme le président de la République avait informé l'Assemblée nationale et le Sénat avant de ratifier cette charte ou cet accord? Donc le président de la République est en violation flagrante de la Constitution. Et c'est pourquoi nous, en tant que C64, nous allons déposer une plainte contre le président de la République. Lui-même, conformément à l'article 144 de la Constitution, il a eu à proclamer un état de siège. Personne ne l'avait forcé. Lui-même, conformément à cette disposition de l'article 164 de la Constitution, la meilleure Constitution en vigueur, il a proclamé un état de siège. Et qui dit l'article 219 sous un état de siège que lui-même, le président de la République, a proclamé? Aucune modification ni révision ne peut intervenir pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre, ou lorsqu'il y a l'intérim à la présidence de la République, ou lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas en mesure de se réunir librement. Lui a dit qu'on est juste au niveau du débat. C'est la tentative. C'est déjà une tentative. Qui dit l'article 4 du Code pénal congolais? Livre premier. La tentative est punissable de la même façon qu'une infraction consommée. Alors, lisez l'article 165, vous allez comprendre. Qui a dit l'article 165 de la Constitution? Article 165. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, des cessations d'une partie du territoire national. Voilà. Pourquoi, c'est la question maintenant que j'adresse à mon co-débatteur. Pourquoi vouloir imposer un quelconque référendum sous un état de siège? Pourquoi vouloir imposer un quelconque référendum sous un état de siège? Et pourquoi vouloir changer la Constitution alors que nous avons des territoires qui sont occupés par des rebelles? Maintenant, cette Constitution qui vont changer, sera-t-elle plutôt imposée dans les territoires occupés par des rebelles ou ça sera comment? Par quel mécanisme qu'ils vont convaincre ces rebelles-là de mettre en application ou de respecter la nouvelle Constitution qu'elle cherche à imposer à la République? C'est de la haute trahison. On va démystifier leur démagogie là. On va démystifier ça, je vous rassure. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a là, c'est pourquoi nous, en tant que C64, nous allons déposer une plainte contre le président de la République et tous ses complices-là. Même le fameux pasteur ici qui ont changé de nature, qui ont quitté leur mission, qui avait leur été confiée par Dieu, ils seront poursuivis pour complices de haute trahison. Hier, il y avait déjà marche de la RC, chapeauté par l'archevêque Ejiba Yamampia. Vous avez suivi d'ailleurs le militant Ejibala de l'Union Sacrée. Militant. C'est un militant de l'Union Sacrée parce qu'un pasteur, l'apostolat est apolitique. Dès lors qu'il s'insurge dans les affaires de politiciens, désormais d'office, il est aussi politicien. Il est politique. C'est pourquoi vous avez vu quand il a organisé cette manifestation au nom de l'Union Sacrée, en rappelant tous ses fidèles, il a fait un fiasco comme pas possible. Il y a des images qui existent pour vous dire que la population congolaise est déjà éveillée. Nous avions organisé une ville morte. La coalition C64 a demandé aux Congolais, d'ailleurs c'était les Quinois plutôt en particulier, d'observer cette ville morte. Mais à notre grande surprise, c'était tout le pays. C'était une réussite. C'était une réussite plutôt totale. Ça prouve à suffisance que la population congolaise est éveillée. Elle n'a plus besoin de se flatterer. Oh non, Mbakaza, oh, une mission, pas un mandat, tout ça. Ça s'est déjà passé. Et je vous dis, avec la C64, si le régime ne veut pas respecter cette constitution, l'endrotoma va bouger. On va drotomiser les choses.
dans cette République. Je vous dis, on doit respecter la loi. La loi est là pour ça. Le président de la République a prêté serment sur cette constitution. Qui a dit l'article 69 alinéa 2? Qui a dit l'article 69 alinéa 2? Le président de la République doit veiller au respect de la constitution. Pourquoi il ne respecte pas cette constitution? Et il y a même quelqu'un d'élu de presse qui s'est permis de déchirer la constitution devant les caméras. C'est quelle image qu'il a présentée devant le monde entier? Il n'a pas été inquiété. Il n'a pas été inquiété, c'est pour vous dire que vous voyez, ici je demande à la population congolaise d'être calme. Même pas une virgule de la constitution ne sera changée parce que trop c'est trop. Ils nous ont traité une opposition à Pétain, une opposition à Nzala parce que nous avons respecté et obéir aux lois. Mais dès lors qu'eux-mêmes cherchent à transgresser, à violer cette loi, et nous allons drotomiser les choses, messieurs les journalistes. Je vais parce lire que la population en a marre. et l'article 69 alinéa 2, vous lisez. Je vais lire ça et je vais passer vous lisez. La parole à monsieur Jean-Claude. L'alinéa 2 de l'article 69 dit « Il veille au respect de la Constitution ». Alors, monsieur Jean-Claude, vous avez parlé du débat et tout. Et monsieur Maître Stanislas qualifie ça de tentative. Pourquoi? De haute trahison. Pourquoi? C'est de la haute trahison. Pourquoi chercher à introduire les débats sur la Constitution pendant qu'il y a des priorités dans ces pays, notamment, vous l'avez évoqué, il y a des zones occupées et tout. Pourquoi chercher les débats aujourd'hui sur la Constitution? Est-ce que la Constitution bloque aujourd'hui à ce que le président et l'Union sacrée puissent finir la guerre qui est à l'Est? Une fois, merci beaucoup, Monsieur Jourdain. J'ai entendu, j'ai suivi mon co-débatteur dans ses élucubrations. Vous voyez, il a transpiré pour ne rien dire. Il n'a rien dit. Et donc, moi, je vais lui rappeler que tous les articles qu'il a lus, il ne les comprend pas. Oh! Il ne les comprend pas. Quand il pose la question qui cherche à renverser le régime constitutionnellement établi, je ne sais pas s'ils ont des yeux pour voir, ou bien ils font semblant aux misères, ou bien à la misère du peuple. Ça veut dire que pour eux, ce qui se passe à l'Est là, c'est de la comédie en fait. C'est un jeu d'enfant. Et ne voient pas ceux qui viennent. Ça fait du bruit ici, les 30 juin serrés, les 30 juin 2000... Mais ils sont déjà condamnés à mort. Ce sont des morts vivants. Vous les avez déjà condamnés à mort. Mais qui cherche à mort à renverser? Non, je lui réponds. Non, je dois te répondre. Apprenez il n'y a pas à apprendre, je te réponds carrément. Ils sont, et Kabila et Nanga, tous sont des condamnés à mort. Maintenant, qui cherche à renverser? Ils sont morts, condamnés à mort et morts. Mais Tiwele, non? Écrivez, vous allez... Tiwele, pourquoi vous les tuez? Il faut noter. Notez, vous allez... Les Tiwele ou les généraux qu'ils avaient nommés. Ils sont tous... Vous voyez, Maître Stanislas... Mais qui encore? Là, il entre dans mon temps pour consommer mon temps. Exactement. En fait, je ne peux pas répondre à tout ce que je note. Voilà, notez, vous allez revenir. Ok. C'est ça l'hypocrisie que nous condamnons. C'est ça l'hypocrisie. Et de son leader et des autres opposants. Et de son leader. Oui. Pourquoi ils ne peuvent pas se lever contre ces ennemis-là qui attaquent le pays? Ces gens qui ont déjà occupé nos territoires, nos terres. Parce que c'est le Rwanda qui nous attaque. Avez-vous déjà entendu son leader dans sa bouche s'insurger contre ceux qui envahissent le pays? Ça veut dire que le silence, c'est aussi la complicité. Quand vous êtes silencieux face à une menace contre votre pays, votre nation, vos terres, ça veut dire que vous êtes aussi complice. Et donc, notre pays est attaqué. Notre pays est menacé, comme il l'a dit. Et le mal est très profond parce qu'il y a des traîtres comme eux là, qui ne savent pas voir où est le mal, mais qui s'attaquent à une raison qui veut en sorte que ce mal-là termine. C'est ça le problème. Et donc, vous comprenez que le régime en place est sous menace par les gens de Paul Kagame, par Paul Kagame avec ses pantins qui soutiennent en coulisses. Parce que Kabila aujourd'hui, il est connu comme étant rebelle, il est rebelle. Aujourd'hui,
il loge, je ne sais pas moi, il habite déjà à Goma, c'est là où il est, c'est là où il vit. Et qui avait annoncé que Kabila va rentrer au pays via la région orientale. C'était eux. Tu as des preuves? Non mais, oui. Tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. Allez, montre-nous, tu dois prendre. La preuve en est qu'aller sur la page X d'Olivier Kamitatou, c'est lui qui a écrit à la face du monde et tous les journalistes ont colporté cette information. Tu nous prouves ça? Tu n'as non, mais capturé. Oh, si vous avez déjà cité, nous allons vérifier. Tout le monde le sait. C'est Olivier Kamitatou qui a dit à la face du monde que Kabila allait rentrer par la région orientale. Et alors qu'il savait que Kabila est en coulisses avec les rebelles. Donc, vous ne comprenez pas une complicité là-bas? Raison pour laquelle ils sont silencieux sur cette question de guerre. Et pourtant, ce que lui dit, niet à cette menace, niet à cette guerre, c'est celui-là qu'ils combattent. Alors, ils manipulent la population. Vous savez, non, là où l'argent parle, la conscience s'éteint. Et donc, nous sommes le peuple congolais. Nous ne sommes plus des naïfs. Nous ne pouvons plus accepter des manipulations inutiles. Vous comprenez qu'il est parti loin, il a lu les articles inutiles qu'il ne comprend pas lui-même. Quand il dit, votre président d'ailleurs, que tu m'as cité, c'est un ancien rebelle. Oui, Bemba a fait la guerre de manière... la rébellion. Il a fait la rébellion, je le répète, et c'est ça. Il a fait la rébellion de manière directe, sans hypocrisie. Pourquoi il a fait la rébellion? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Bemba a fait la rébellion, c'est pour fustiger ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui. Comment ça? Avec l'M23. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, l'infiltration que nous vivons, mais c'est la l'AFDEL que vous souteniez hier. Pas moi, mais c'est tu sais. Non, vous souteniez l'AFDEL. Quand je dis vous, je parle de votre leader. Tu sais qui dit le père? Bemba s'est battu contre l'infiltration au sommet de l'État. Jeune qu'il était de 36 ans, parce qu'il venait de finir les études en Belgique. En 86, il était à la tête d'une compagnie, de la compagnie familiale qu'il gérait, l'entreprise, une grande compagnie. D'ailleurs, vous savez que c'est une famille qui était riche. Il n'avait même pas l'envie, le besoin de le faire. Mais il a été révolté quand il a vu que son pays a été occupé par des Rwandais. Les Rwandais qui les a amenés, c'est l'AFDEL. Et ça, nous le savons tous, l'AFDEL que vous souteniez. Et donc, vous comprenez que quand il dit qu'il ne peut pas postuler parce qu'il a été condamné par la Cour pénale internationale, pour quelle infraction est-ce qu'il a été condamné? Il a été condamné pour, je ne sais pas moi, l'insubordination. Mais si vous lisez la loi électorale, quelles sont les infractions qui sont prévues pour lesquelles, si vous êtes condamné, vous ne pouvez pas postuler? C'est entre autres la haute trahison. C'est entre autres, si vous êtes condamné pour détournement ou bien corruption. Et j'en passe. Mais l'insubordination des témoins, ça n'existe pas. Raison pour laquelle Bemba a été candidat, ça vous ne le savez pas. Parce que c'est un monsieur qui est très, comment je dirais, systématique. Vous ne pouvez pas le comprendre. Mais il était candidat, vous ne l'avez pas su. Aux élections 2023 ici. Posez-vous la question, c'était comment? Il a déposé son dossier en tant que premier sénateur du candidat sénateur, M. Jean-Jacques Longwana. Et plutôt, c'est Jean-Jacques Longwana, je pense, oui. Parlez-nous de la République. Non, mais c'est ce que je te rappelle. Si il était inéligible, mais on allait rejeter son dossier parce que tout suppléant, il est candidat par excellence. Tout candidat suppléant est aussi candidat par excellence. Mais son dossier est passé, ça veut dire que Bemba n'a pas de casier judiciaire qui peut lui empêcher de postuler en tant que président de la République. Et donc, il va postuler aux échéances à venir. Ça, il faut le noter. Okay. Et ça passera. Pourquoi les débats sur la Constitution? J'y arrive, je vais un peu répondre à toutes ces équilibrations. Il dit que aucun peuple n'est au-dessus de cette Constitution. Oh, mais ça m'étonne quand il dit ça. D'où vient le pouvoir de cette Constitution? Mais c'est la légitimité du peuple. C'est parce que le peuple l'a accepté, l'a voté. Et le peuple l'a accordé cette légitimité-là. Pour qu'elle soit une constitution qui va s'appliquer à tout le monde. Et c'est le peuple qui en a le pouvoir de la réviser et qui en a le pouvoir de la changer. Raison pour laquelle, M. Jourdain, on ne peut pas se décider aujourd'hui. C'est ce que nous refusons. Les Congolais sont libres de réfléchir sur la constitution de leur pays. Qu'il s'agisse de la révision ou du changement. Pourquoi?
Parce qu'il revient au peuple d'en prendre une décision. Soit on peut la réviser, soit on peut la changer. Parce que le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui est né détenteur premier du pouvoir. Ce n'est pas vous les opposants. Parce que les opposants, ils se prennent pour le peuple aujourd'hui. Et quand ils disent peuple, donc ce sont eux le peuple, une minorité. Quand on parle du peuple, on voit l'ensemble de la population congolaise. Le peuple, c'est le tout. Le peuple, ce n'est pas une minorité, un groupe d'individus. Vous vous regroupez là-bas et vous prononcez au nom du peuple. Non, ce n'est pas vous le peuple. Et donc, laissez le temps au peuple de s'exprimer lorsqu'il y aura un référendum pour voir est-ce qu'ils ont accepté que la constitution soit changée ou bien soit révisée, ou bien ils ont refusé. Votre invité s'y a compris ma question. Non, j'ai compris. J'y arrive encore, je fonce. Mais il faut te retenir, tu vas réagir après. Mais quand il dit que... allez-y, monsieur. Si on change cette constitution avec Goma et Bukavu, bien les régions du Nord et Sud qui vous occupez, est-ce que cette constitution sera appliquée à ces régions-là? Mais monsieur Jourdain, c'est clair, c'est là où il y a le piège de cette minorité opposante. Comment organiser les élections à la fin de son mandat, de son deuxième mandat en 2028, avec Goma et Bukavu occupés? C'est assez Mais s'il vous plaît, j'arrive. Je voulais vous relancer pour que vous puissiez continuer. Merci beaucoup. Je fonce un peu. Comment organiser les élections avec Goma et Bukavu occupés? Est-ce que ce président-là sera légitime? Le pouvoir de ce président-là pourra être appliqué à tous ces gens. C'est là où on consacre maintenant la balkanisation. C'est là où on consacre la division du pays. Hein, monsieur Jourdain? Vous comprenez? Si on organise les élections aujourd'hui, Goma et Bukavu, Nord et Sud qui vous sont occupés. Et la Constitution? S'il vous plaît. Ce n'est pas à toi de me poser les questions, il y a un journaliste. Donc, retiens-toi, écris et tu vas réagir. Non, je t'ai déjà posé ça. Et donc, c'est à mes questions que tu as je suis en train de réagir, non? Réagissez rapidement. J'ai réagi, tu notes, mais il me fait passer le temps pour rien. Allez-y. Et donc, vous comprenez que ni référendum, ni élection ne peuvent avoir lieu que si ces régions-là sont libérées. Ça, c'est une évidence. Pourquoi les débats aujourd'hui? Les débats n'est pas exclu. La Constitution, monsieur Jourdain, moi, j'ai fait les sciences politiques et administratives. À chaque fois qu'on étudiait le cours de droit constitutionnel, j'ai pris cette Constitution, j'ai analysé. Il y a beaucoup de failles, monsieur Jourdain, dans cette Constitution. Parce qu'il va aller pour me dire, donne-nous les articles que vous voulez que ça soit, qu'ils soient révisés, mais qui peuvent permettre à ce que la Constitution soit changée. Exactement, on en aura réellement besoin. Il y a beaucoup de choses. Le peuple doit... D'ailleurs, je vous rappelle que... Ne laissez pas cet temps, qu'il réponde aux questions. Je vous rappelle que en 2016, le PPRD, à l'approche des élections de 2016, Monsieur le journaliste. Non, maître, s'il vous plaît. Laissez-lui, c'est dans son... Nous sommes sur la question du changement de la Constitution en cette période d'état de siège. Exactement. Il va y Pourquoi ces débats aujourd'hui? Exactement. Nous sommes dans l'histoire de notre pays. Laissez-lui répondre. Nous sommes dans l'histoire, nous parlons du Congo, non? Allez-y, monsieur Jean-Claude. Pourquoi lui, qui est-il pour refuser que ça ne soit pas dit? Qui est-il pour s'imposer? Allez-y, répondez. Et donc, il doit me laisser réagir et donner mes idées. Très bien. Donc, vous comprenez que ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Je disais que C64 est constitué de Moïse Katumbi, Martin Fayulu. Pourquoi la question de changement de la Constitution vous avez lu la disposition de l'article 86 qui avait déclaré cette guerre officiellement. Je suis en train d'y aller. Je suis en train d'y aller. Allez-y. L'envoi de Denis Sesanga dans son projet de société aux échéances électorales de 2023. Sesanga avait aussi l'ambition, s'il est porté à la tête du pays, il doit réviser la Constitution. Sesanga nous propose 34 articles, 34 dispositions qui devraient être révisées s'il devient président de la République. Moïse Katumbi, candidat président de la République en 2023, dans son projet de société, il doit les lire. Non, attendez. S'il vous plaît. Il doit les lire. Attendez. Moïse Katumbi ce n'est pas ça le sujet. Propose aussi des réformes constitutionnelles une fois à la tête du pays. Oui. Martin Fayulu. Bien.
dans son congrès extraordinaire qu'ils ont tenu à Kisangani. Exactement. Les résolutions qui sont tombées, Martin Fayoulou, il dit, une fois à la tête du pays, il doit revoir cette constitution. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous voulez réviser concrètement dans la constitution? S'il vous plaît, monsieur Jourdain, on se demande, tous ces gens-là, et tous ont l'ambition de revoir cette constitution une fois à la tête du pays. Qu'est-ce qui les pousse, eux, de penser qu'on doit revoir cette constitution et empêcher aux autres qui sont au pouvoir de ne pas se raisonner pour la réviser? Voilà, dites-nous, vous, pourquoi vous voulez changer ou réviser cette constitution? Nous avons pensé, nous avons réfléchi que la société évolue, les choses changent. On doit adapter nos lois à la réalité environnementale, socio-culturelle et économique de notre pays. Ça, ce sont les raisons qui nous poussent à adapter cette constitution aux réalités socio-culturelles, socio-économiques de notre, mais aussi sociopolitiques de notre pays. C'est à ce niveau que les débats se lancent. Quels sont les articles que vous voulez réellement personnellement adapter? Oui. Personnellement, oui. Moi, si vous en avez même 2 ou 3. Moi, Kapeta Gati Jean-Claude, parce que j'ai lu cette constitution, je l'ai relue. Il y a des articles tels que l'article 1er de la Constitution. Quand vous les lisez, on vous dit que vous pouvez les lire. La République démocratique, on définit notre pays. Oui. Et dans ces fonctions du 30 juin 1900, tout ça, la langue et tout ça, mais on ne donne pas la précision sur la superficie de notre pays. Quelle est la superficie de la République démocratique du Congo? Est-ce que cette superficie que nous connaissons, elle est vraie? Elle est consacrée où? Quelle est la loi qui donne la superficie de notre pays? Ça n'existe pas. Vous comprenez que c'est parce que Paul Kagame et Joseph Kabila et eux-mêmes tous, parce qu'ils étaient à cette époque ensemble au PPRD, ils avaient l'ambition de soudaniser ce pays. Pour ne pas mettre la superficie, ils savaient qu'il allait couper le pays, balkaniser le pays. Il ne faut pas mettre la superficie dans notre constitution. Vous pouvez me donner un article, une disposition dans la Constitution qui donne la superficie de notre pays, 2 345 410 km². Ça n'existe pas dans notre Constitution. Ça, c'est un. 2. L'article 13, l'article 54. On vous dit, l'État doit protéger les minorités ethniques. Quelles sont les minorités ethniques que nous avons? Nous avons plus de 450 tribus. 270 ethnies en République démocratique du Congo. Nous ne tirons pas dessus. Nous ne sommes pas des tribus qui s'entretuent. Mais cette minorité, c'est quoi? Ce sont les Tutsis rwandais. Ce sont les Banyamulenge, ce sont les Banyarwanda qui sont au Congo. Et donc, l'État congolais doit assurer la protection de cette minorité-là. On doit supprimer cette disposition. Il n'y a pas une majorité ethnique en République démocratique du Congo. Nous sommes tous des minorités. Vous pouvez me donner une majorité ethnique en République démocratique du Congo. Quelle est l'ethnie majoritaire dans notre pays? Nous ne sommes que des minorités, tous. Et donc, les articles comme ça, on doit les refuser. Je vais à l'article 10 de la Constitution. Pour ne pas parler de ce que les autres ont évoqué, de la détention de la nationalité d'origine. Et donc, il faudrait que le Congolais d'origine, quand il est à l'étranger, il peut acquérir une autre nationalité pour des intérêts qui... Article 10. Oui. La nationalité congolaise est une et exclusive. Voilà. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Voilà. Maintenant, Martin Fayoulou lui dit il faudrait que cette nationalité, un Congolais d'origine, il doit posséder les 2 nationalités. Quand vous êtes Congolais d'origine, vous fuyez votre pays, par exemple, vous êtes en exil, pour des intérêts que vous avez trouvés dans ce pays-là, on vous oblige d'acquérir cette nationalité-là. Vous ne pouvez pas perdre votre nationalité d'origine, elle reste. Ça, c'est selon certains penseurs, certaines personnalités également. Même mon leader, il est pour ça. Et donc, moi, je vais à l'alinéa qui suit là. C'est la nationalité d'origine. La Constitution ici dit que Congolais d'origine, c'est toute personne appartenant à une famille, une tribu ou une ethnie, qui constitue ce qui est devenu la RDC à l'indépendance, c'est-à-dire en 1960. Mais si vous allez dans la Constitution de 1964, la Constitution de Luabo, à l'article 6, que dit cette Constitution? Excusez-moi, je vais vous lire. Finissez, oui. Oui, je vais citer par là. Cette Constitution dit que, alinéa 1er, il existe une seule nationalité congolaise.
elle est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont une des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie des tribus établies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Vous comprenez que toutes les ethnies, les tribus qui ont existé sur le sol congolais avant 1908 sont des Congolais d'origine. Mais aujourd'hui, avec cette constitution, on nous limite seulement à 1960. Pourquoi? Parce qu'il y a des Rwandais qui sont arrivés sur notre sol en 1939, en 1938, en 1958, en 1943. Tous ces Rwandais-là, au travers de cet article, sont des Congolais d'origine. Donc nous ne pouvons pas accepter. Moi, je pense, en tant que Congolais, on doit remettre l'article 6 de la Constitution de Louabourg dans cette Constitution actuelle. Donc ça n'a rien à voir avec le mandat du président de la République. Pardon? Ça n'a rien à voir avec le mandat du président de la République. La question Parce qu'on voit certains dire clairement, oui, nous voulons changer la Constitution pour que le président de la République reste. Monsieur Jourdain, le chef de l'État a dit qu'il va constituer une commission. C'est cette commission qui va réfléchir sur ce qu'il faut revoir dans cette Constitution. Est-ce qu'on peut revoir certaines choses ou bien on peut carrément la changer? C'est cette Constitution qui va en décider. Maintenant, chaque acteur politique, chaque Congolais, il a sa part de réflexion. Pour moi, je dis que l'article 10 doit être changé. En tant que Congolais, j'irai à la commission pour dire, moi je pense que l'article 10 doit être changé. Vous voyez? Un autre Congolais, lui, parce que son président national a dit que une fois à la tête du pays, il allait aussi faire des réformes constitutionnelles. Donc il amène aussi sa part de réflexion. Qu'est-ce qui devrait être revu dans la Constitution? Et donc, ce sont des idées. Les Congolais doivent se mettre autour pour dire non. Moi, je pense qu'on doit réviser ça. Ça ne peut pas être révisé. Moi, je pense qu'on doit réviser ça. Le mandat constitutionnel, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. C'est question d'en parler dans cette commission et on lève l'option pour dire non, on révise alors, non, on change la Constitution. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une décision qui est retenue. Soit on a déjà commencé à réviser la Constitution, ou bien on a déjà changé la Constitution. Ici, nous sommes dans les précipitations, nous tous. Nous sommes dans le débat. Le débat n'est pas interdit en ce moment. Avec la loi référendaire qui est déjà passée à l'Assemblée nationale et tout. Non, la loi référendaire, ça c'est dans les missions de l'Assemblée nationale. Vous savez que l'Assemblée nationale est là pour légiférer. En dehors des autres missions, le contrôle du gouvernement. C'est opportun que l'Assemblée nationale se penche sur la question. Et donc, la loi sur le référendum, c'est une disposition qui vient réguler un domaine quelconque, qui est un domaine de référendum, un domaine référendaire. Merci. Ça fait partie des missions de l'Assemblée nationale. Personne ne peut l'interdire. Merci. Et donc, les députés sont là pour voter les lois, en dehors d'autres missions. Bien. Vous comprenez qu'aucune constitution ne sera révisée sous l'état de siège. Donc, le président, il est attaché au respect de cette constitution. Vous avez lu l'article 213 qu'il a donné, que le président a signé des accords sans en informer. Quand vous avez lu, est-ce qu'on a parlé d'informer l'article 213 que vous avez lu? Vous pouvez relire. Je chute par là. Parce que je lui ai posé la question, donne-moi une disposition que le président de la République a violée. Quand ils disent que Tshisekedi a violé la Constitution, donne-moi une disposition, il donne l'article 213. Qu'est-ce qu'il est l'article 213? L'article 213, je vais y revenir pour... Donc, il ne faut pas venir ici, pour commencer à embrouiller, manipuler la population pour rien. Tu as demandé qu'on puisse lire, non? Le président de la République... Mais c'est toi qui lis, alors. Non, laisse-moi continuer. Tu as demandé qu'il puisse lire. Tu n'es pas là pour me coordonner. Ok, 213. Ce n'est pas toi qui coordonne le débat. 213, j'y arrive. 213, voilà. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Oui. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Il me fait vraiment la honte d'un juriste qu'il est. Vous avez compris quoi? Est-ce que ce qu'il a dit dans ses dires, ça corrobore avec ce qui est dans la Constitution?
Vous voyez que vous donnez des articles comme des versets que vous ne maîtrisez pas. Et donc, je cite par là, M. Jourdain. Voilà. Alors, Maître Stanislas, vous avez suivi M. Jean-Claude. Il dit, ce n'est pas interdit de réfléchir sur la Constitution et surtout, le besoin, c'est d'adapter la Constitution aux réalités actuelles, sociales, socio-économiques et tout ce qu'il a évoqué. Vous avez la parole. En tout cas, encore une fois, merci. Je suis quand même désolé. Je suis un peu surpris quand il s'est appelé politologue. Hein. Tu as fait la... Oui, il a fait les sciences pour... Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il existe une cour constitutionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'il existe une cour constitutionnelle dans le monde entier. L'article 213, je ne sais pas, il le comprend dans quel sens. Le président ratifie les traités et accords internationaux. Le président négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Oui. Il en informe, si vous lisez le dernier alinéa, il en informe le Parlement. Je lis. L'article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Ok. Premier alinéa. Oui. Deuxième alinéa. Le gouvernement oui. conclut les accords internationaux non soumis à ratification. Ok. Après délibération au Conseil des ministres. Ok. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Il c'est qui? On a parlé de qui? Ce n'est pas le gouvernement. Il c'est qui? S'il vous plaît, monsieur Jourdain. Ce n'est pas le gouvernement. Il c'est qui? Monsieur Jourdain. Okay. C'est qui? C'est le président? C'est qui? Vous voyez que ça fait la honte. Mais qui est le garant de bon fonctionnement? C'est le gouvernement ou c'est le président de la République? Mais il embrasse encore une autre matière qu'il ne maîtrise pas. Je te dis, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions? C'est le président ou c'est le gouvernement? Vous attendez qu'on parle de bon fonctionnement des institutions? Écoutez, allez-y. Il est divague dans le président de la République. Le président de la République a maintes fois violé cette constitution. Vous voyez qu'il est dans les supplications. Il a maintes fois violé cette constitution. Il ne maîtrise pas les articles. Il croit qu'il peut intimider les gens avec les articles. Je suis en train de parler. Ok. Il a évoqué la question ici pour dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple, selon lui, il suppose que le peuple est au-dessus de la loi. Quand est-ce que le peuple peut être au-dessus de la loi? Quand est-ce qu'on peut faire recours au choix du peuple? C'est la notion du temps qui ne maîtrise rien. Nous avons déjà une constitution. Devons-nous appliquer les obligations de la constitution ou la volonté du peuple qui nous parle? Nous avons déjà une constitution parce que cette constitution est l'émanation du peuple. Devons-nous appliquer la volonté encore du peuple ou la volonté de la constitution? Vous voyez là où il nous a amenés dans ce débat. On a demandé pourquoi chercher des réformes constitutionnelles pendant sous un état de siège. Il a été incapable de répondre. Réfléchir sur le changement de la constitution, ce n'est pas un péché. C'est reconnu d'ailleurs par l'actuelle constitution en son article 218. Le président, l'initiative du changement de la constitution ou de la modification de la constitution peut émaner de tout le monde, du président de la République, des membres du gouvernement, du peuple congolais. Mais la question se pose, quand est-ce qu'on peut penser à cette question? C'est quand? C'est ça la question. La constitution, on peut la changer, la modifier à tout moment et à n'importe quand. Mais la question est posée, quand est-ce qu'on doit changer ou modifier la constitution? C'est ça la question qu'il a été incapable de répondre. Nous sommes sous un état de siège qui eux-mêmes ont eu à proclamer par ordonnance et nous sommes des prorogations en prorogation. Que dit la loi sous un état de siège? Et pourquoi encore mettre ces débats jusqu'à faire passer la loi référendaire par rapport à cette question? Sous un état de siège. Pour quelle intention? C'est pas pour l'intérêt du peuple. Lisez l'article 214. L'article 214. Article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de la territoire, des territoires
des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Par voie de référendum. Si vous lisez la dernière disposition, cette loi référendaire proposée par l'Union sacrée n'est pas une technique ou une tactique qu'ils ont mis en place pour faire l'adjonction du territoire national. Pourquoi le référendum sous un état de siège? Ils cherchent à organiser ces référendums pour céder nos territoires, parce que la loi est claire. Peut-être ils sont incapables de déclarer la guerre conformément à l'article 86 de la Constitution. Il a parlé de la guerre, qui nous montre l'ordonnance qui avait été proclamée, la guerre à la République démocratique du Congo, qui évoque de la guerre. Sous un état de siège, pourquoi évoquer ces débats de changement de la Constitution? Pourquoi ajouter encore une loi référendaire pendant sous un état de siège? Ces référendums-là, ce n'est pas pour céder nos territoires. C'est pourquoi la coalition 64 est là pour sauver cette République. Nous sommes dans le temps. Réfléchir sur la Constitution, changer, modifier, c'est tout à fait normal, c'est constitutionnel, c'est logique. Mais la question se pose, quand est-ce qu'on peut changer ou modifier la Constitution? C'est ça la question. Au lieu de réfléchir sur un débat qui va pondre des œufs pourris, pourquoi ne pas réfléchir comment asphalter des routes, comment ne pas réaliser toutes les promesses de M. Tshilombo? Comment finir la guerre? Comment finir cette menace? Pourquoi ne pas réfléchir comme ça? Et on a même posé la question devant les médias au président de la République. Il dit, seul Dieu sait. On dirait que c'est Dieu maintenant qui est le président de la République démocratique du Congo. Vous voyez les problèmes avec eux? On dit que parce que vous, l'opposition, vous ne les appuyez pas dans... On va les appuyer comment? Combien de fois Martin Fayulu est allé voir le président de la République par rapport à cette question? Martin Fayulu. Combien de fois il est allé voir le président de la République pour lui dire de la situation du pays par rapport à tout ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas une urgence, il n'y a pas une crise politique. Quelqu'un qui vous dit comme ça, et vous allez les supplier. Les images existent. Il était en Belgique une fois, il a déclaré, il n'a pas besoin de ce dialogue. Combien de fois le président Moïse Katumbi a demandé au gouvernement, au président de la République, de pouvoir convoquer le dialogue national et inclusif pour mettre fin à cette crise? Qu'est-ce que le président a répondu? Il ne se mettra jamais autour d'une même table avec ceux qui ont pris des armes. Et qui menacent la République, ce sont ceux qui ont des armes. Maintenant, il veut mettre fin à cette crise par rapport à quoi? Avec quoi comme mécanisme? Vous voyez que nous sommes dans des logomachie politiques. Et nous, en tant qu'opposition, il faut qu'on puisse supplier le président de la République. Ce n'est pas ça notre mission. Si vous lisez la loi portant fonctionnement et organisation fonctionnement de l'opposition politique en République démocratique du Congo, dans son article 16, 4e alinéa, l'opposition politique doit privilégier les dialogues. C'est ce que nous on a fait. L'opposition politique doit privilégier les dialogues. On a demandé au gouvernement d'organiser les dialogues plutôt sous l'égide de la CENCO et l'ECC pour mettre fin à cette crise. Qu'est-ce que le gouvernement nous a répondu? Ce n'est pas imminent, ce n'est pas urgent. Alors que nous, de l'opposition, nous voyons que c'est urgent parce que nos frères sont tués, nos mamans sont violées. Il faut que les Congolais se mettent autour d'une même table. Et ont abandonné cette question pour nous amener une question sur le référendum et sur le changement de la Constitution. Pour quel but? N'est-ce pas, le référendum là ne peut pas être un jeu du régime pour que nous puissions céder officiellement nos territoires à Paul Kagame, qui est leur partenaire fiable et nécessaire. Vous pensez que le régime joue le jeu de l'ennemi? Oui, c'est ça. Parce que quand il dit pas de paix, pas d'élection, c'est-à-dire quoi? Vous pensez que quelqu'un vous dit ça, il a vraiment le souci de mettre fin à cette crise? Pas de paix, pas d'élection, alors que nous sommes logiques. Pas de paix, pas d'élection. Mais si le peuple veut le 3e mandat, je vais l'exercer. Pensez-vous réellement que l'Union sacrée a le souci de mettre fin à cette crise? Pensez-vous réellement que l'Union sacrée a le souci de mettre fin à cette crise? C'est pourquoi la coalition C64 est là pour barrer la route à l'actuel régime qui cherche à nous confisquer la République. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais nié que Paul Kagame c'est leur partenaire fiable, nécessaire et privilégié. Ils n'ont jamais nié ça.
Et récemment, le président s'était même excusé sur la moindre escarmouche. Bon, il a dit qu'il était mal informé. Ah, voilà. Bon, Ouais. voilà, nous sommes en train de chuter petit à petit avec cette émission. Monsieur Jean-Claude, ça sera votre dernière prise de parole. Qu'est-ce que vous dites au peuple congolais? Merci, Monsieur Jourdain. Mais avant de dire le dernier mot... Mais vraiment, très rapidement. Oui, je vous demande vraiment de nous lire l'article 5 de la Constitution. Article 5 de la Constitution. Je pense que c'est très important parce qu'il a parlé du référendum. Et je ne sais pas s'il sait ce que la Constitution dit. Article 5. Oui, j'y arrive. Voilà, l'article 5. Qui consacre le peuple comme étant le détenteur premier de la souveraineté. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Ok, on se limite par l'alinéa premier. Parce que vous voyez qu'il a dit des choses sous émotion, il ne les comprend pas. Sous émotion. C'est toi qui ne comprends rien. C'est toi qui ne comprends rien. Sous émotion, il ne les comprend pas. La souveraineté appartient au peuple. Quand? Le pouvoir appartient au peuple. Quand? Et c'est lui qui l'exerce par voie référendaire, par les élections ou au travers de ses représentants, dont les députés nationaux, les députés provinciaux. Mais c'est ça, non? Qui a mis? Mais quand il dit que qui est au-dessus de cette constitution? Mais vous comprenez que le pouvoir appartient au peuple. C'est pourquoi le chef de l'État dit je vais consulter le peuple. Donc, selon vous, le peuple est au-dessus de la constitution. S'il vous plaît. Oui, mais c'est le peuple qui a le pouvoir. La constitution, c'est un instrument fabriqué par nous, les humains. C'est nous qui avons fabriqué cette constitution. Donc vous êtes au-dessus de la constitution. J'ai dit bien, c'est nous. Nous avons le peuple. C'est qui est là. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous êtes au-dessus. C'est qui est là. C'est nous qui avons écrit. Donc vous êtes au-dessus. Parce que vous l'avez rédigé, vous êtes au-dessus. Non, il faut comprendre. Mais pourquoi tu veux me faire dire ce que je ne dis pas? Ok, parlez. Et donc vous comprenez qu'il revient au peuple d'en décider en dernier ressort. Donc il ne peut pas dire tout ce qu'il a dit là. Il a rappelé quand est-ce que le problème c'est quand le référendum là et pourquoi? Monsieur Jourdain, le président de la République est déjà au pouvoir. Monsieur Jourdain, le référendum là et pourquoi? Mais il faut te calmer mon cher. S'il vous plaît, maître, calmez-vous. Est-ce qu'il me dise où est-ce qu'il est écrit qu'on ne peut pas réfléchir de la Constitution en ce moment ici? Article 219, lisez. 219, non, est-ce que on parle de la révision, aucune révision, aucune modification de la Constitution. C'est la réflexion. Non. La Constitution est en train d'être réfléchie. Vous pouvez réviser une Constitution sans réfléchir. Non, est-ce que la Constitution... Vous pouvez réviser une Constitution sans réfléchir. Monsieur, laisse-moi dérouter. Allez-y, finissez. Est-ce que la Constitution est modifiée en plein état de siège? Non. Est-ce que le référendum est déjà lancé? Mais il y a déjà une loi qui a déjà... On a déjà voté cette loi, non? La loi sur le référendum, on l'a déjà voté. Mais depuis 2006, il y a une loi sur le référendum. S'il vous plaît. Depuis le référendum de 2005, non, je t'informe. Monsieur Jourdain, je l'informe que depuis 2005, il y a une loi sur le référendum. Est-ce que tu mets des recherches? Et nous étions sur l'état de siège. Ah, vous voyez. Mais cette loi-là existait comment? Écoutez, je te pose d'abord la question. Est-ce que tu sais d'abord ce que tu parles? Non, est-ce que la Constitution dit qu'on ne peut pas voter des lois sur l'état de siège? Ou bien on ne peut pas réviser la Constitution? Le référendum est là pourquoi? Non, mais est-ce que la Constitution dit qu'on ne peut pas... Le référendum est là pourquoi? C'est une loi. S'il vous plaît. La loi sur le référendum. La loi récemment votée à l'Assemblée nationale. Pour quel but? Tu me fais d'avoir d'un mètre. S'il vous plaît. D'un juriste. Mais je te pose la question, réponds à la question. S'il vous plaît. Mais la loi, c'est une disposition qui organise, qui gère un domaine quelconque. La loi sur le référendum, ça c'est une disposition légale. Est-ce que c'est le référendum proprement dit? Ce n'est pas le référendum. Oui. Est-ce qu'on a organisé la modification de la Constitution? Non. L'état de siège est encore en cours. Moi, quand nous voyons toute cette mobilisation, des gens qui disent oui au changement, est-ce que c'est pas ce que lui appelle? Apparemment, il ne comprend même pas ce qu'il pense. S'il vous plaît, maître. Non, c'est toi qui ne comprends rien. Monsieur Jourdain, oui. Jusqu'à preuve du contraire,
il n'y a ni modification de la Constitution, ni changement de la Constitution. En ce moment ici. Mais il y a tentative. Le débat. Mais il y a tentative. Le débat est là. C'est une question qui appelle au débat. Raison pour laquelle nous sommes là, nous en débattons. Nous devons convaincre la population. Ce qui devrait dire, lui, il fallait donner le mauvais côté, par exemple, de la révision, du changement. Mais et par du troisième mandat. Cette question a déjà été bâclée par le chef de l'État parce que lui-même a avoué dans son point de presse qu'il sera heureux de finir ces 2 mandats, passer la main à son successeur pour qui il sera disposé à servir, à lui aider dans l'ombre ou soit aider la nation. Lui, le chef de l'État, ne prendra pas les armes comme leurs camarades le font. Et donc vous comprenez que le possible 3e mandat n'est pas là. Mais le 2e mandat de Félix Tshisekedi va durer plus longtemps que possible, aussi longtemps que vous occupez encore les zones. Selon vous, la Constitution. Donc il n'y aura ni référendum. Mais pourquoi ne pas finir cette guerre pour que... Mais c'est déjà un bénéfice. Il ne faut déjà dire pas de paix, pas d'élection. Pourquoi ne pas finir cette guerre? La guerre est finissante. Quelle guerre? Parce que... Pourquoi vous appelez d'abord ça cette guerre? Pourquoi vous appelez ça la guerre? C'est une guerre d'agression. Pour qui l'avait proclamé? C'est une guerre d'agression. C'est une il faut lire, il faut lire la définition d'une guerre d'agression. C'est ça la guerre d'agression. La guerre d'agression. Toute guerre ne se déclare pas. Mais vous êtes sans ignorer que nos zones sont occupées par quelqu'un, mais est-ce qu'il a déclaré la guerre? Pouvez-vous me brandir? Pouvez-vous me brandir? C'est une menace. Pouvez-vous me brandir un document? C'est une menace. Brandis-moi un document, un communiqué officiel du gouvernement rwandais qui déclare la guerre à la RDC. Voilà. Mais nos hommes sont occupés. Pourquoi nous aussi c'est à nous de déclarer? C'est nous qui sommes agressés, c'est à nous de déclarer. Le chef de l'État. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a déjà un bénéfice. Le chef de l'État a dit qu'il s'est même excusé. Il a même parlé de son esquisse sur l'escarmouche, à la moindre escarmouche. Pourquoi? Parce que nous on pensait que... C'était important que le président s'en excuse après. S'il vous plaît, c'était important. Quand le président dit qu'il était mal informé... S'il vous plaît, le chef de l'État n'est pas Dieu. C'est pourquoi tout Congolais doit avoir la conscience. Raison pour laquelle Jean-Pierre Bemba s'est mis au devant de la scène pour sensibiliser la population congolaise, pour rappeler la jeunesse à la conscience nationale. Et vous avez vu beaucoup de jeunes s'enrôler dans notre armée massivement. Pourquoi? Parce que le président n'est pas un magicien. Seul ne peut pas. Mais nous devons lui aider. Les services de renseignement n'ont pas aidé le chef de l'État parce que les services de renseignement sont infiltrés. L'armée elle-même infiltrée. Et vous pensez que notre armée pouvait nous servir? Et si le président déclarait la guerre? Mais ça serait déjà une mort pour notre nation. Donc avec une armée faible, une armée, je vais dire, infiltrée, vous pensez qu'on devrait faire la guerre? Mais si Kagame nous poussait déjà sur ce terrain de la guerre, s'il vous plaît, si Kagame nous poussait sur le terrain de la guerre, c'est parce qu'il savait qu'il y a des infiltrés dans l'armée congolaise et qu'il avait les informations à tout moment, à temps réel. Et donc c'est de la sagesse que le président a joué pour lui amener sur le terrain diplomatique. Aujourd'hui, si vous avez lu le média, Kagame est en train, il est sous pression et déjà, il commence déjà à lever ses mesures qu'il appelle défensives sur notre territoire. La diplomatie a payé aujourd'hui? Elle a payé. Concluez. La diplomatie a payé. La guerre est en train de finir. Il y aura... Mais on ne sait pas quand. Il y aura élection. Il y aura référendum constitutionnel que lorsque ces zones-là, ces 2 régions-là seront libérées. Merci. On ne fera pas la modification, on ne fera pas le changement constitutionnel sous l'état de siège. Ça, les Congolais doivent en savoir. Il faut éviter la manipulation de ces gens-ci qui, au lieu de se tenir devant un ennemi qui agace le peuple congolais pendant des nuits de temps, mais il se donne comment dirais il se donne le kilo de se tenir contre celui qui s'est levé contre cet ennemi majeur de la République démocratique du Congo. Merci. Félix Tshisekedi, c'est un guerrier, c'est un battant. Avec le gouvernement actuel, il se bat sur le plan, sur le champ de bataille, au front, mais aussi il construit. Merci. Aujourd'hui, nous voyons des routes déjà qui sont en train d'être construites, nous voyons des villes qui se développent, ce qu'on n'a pas vu pendant les 18 ans. Pendant les 18 ans qu'eux étaient à la gestion. Merci, merci. Étaient à la gestion. Merci, M. Jean-Claude. Maître Stanislas, nous allons chiter avec vous votre mot de conclusion par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Vous savez, c'est les Sikiti Kosana. Si on est en train de parler des histoires, on ne comprend même pas la circonstance, on ne comprend même, on n'a pas la notion du temps. Vous savez,
L'Assemblée nationale est là pour contrôler les institutions, voter, proposer des lois, machin, tout ça. Maintenant, la question par rapport à la loi référendaire. C'est quoi l'objectif opérationnel de cette loi en cette période? C'est ça la question. Aboutir au référendum, bien sûr. Mais c'est ça, la référendum par rapport à sur quel sujet? Les référendums sur quel sujet? C'est ça la question. Le référendum, oui, c'est légal. Sur quel sujet et quand? Donc nous devons rester dans la notion du temps. Pourquoi ne pas se concentrer? Vous savez, pourquoi ne pas se concentrer? Il n'y a pas comment trouver des mécanismes pour mettre complètement fin à cette crise? Il n'y a pas un temps défini pour organiser un référendum ou la révision de la Constitution. Donc, il n'y a pas un temps. Finissez. Tout peut arriver à tout moment. Notre République ici, il y a ceux qui prétendent être plus congolais que les autres. Plus congolais que les autres. Plus congolais que... Ils se considèrent plus congolais que les autres. Ils n'ont aucun souci. Leur souci, c'est de conserver le pouvoir, peu importe la manière. C'est ça le souci de l'Union sacrée. C'est de conserver le pouvoir, peu importe la manière. Imaginez-vous le garant de la nation. Quelqu'un qui est censé contrôler tous les territoires nationaux dans son entièreté vous dit, quand on lui pose la question sur cette menace, il vous dit, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Vraiment, la population congolaise aura de l'espoir pour mettre fin à cette crise. Et il vous dit, pas de paix, pas d'élection. Pensez-vous vraiment qu'il y a les soucis de mettre fin à cette crise? Il n'y a pas volonté de finir cette guerre? Il n'y a pas la volonté. C'est déjà un bénéfice. Parce que les unions sacrées sont en train de crier jour et nuit par rapport à ces bénéfices. Pas de paix, pas d'élection. C'est-à-dire, ils feront le tout possible pour que cette crise persiste, afin qu'ils conservent leur pouvoir. Cette crise-là, vous voyez, elle n'a pas été provoquée par Félix, c'est ce que dit. Pour finir. Elle a été créée par eux. Pour vous voyez? Finissons. Oui. Et donc, il faudrait qu'elle libère les autres qui s'occupent. Pour finir. Oui. Le président de la République, on va organiser les zones. Le président de la République, avait dit, ils nous ont imposé une fameuse disposition, un fameux article 217 où nous pouvons céder nos territoires. Il vient de contredire le président de la République. Parce qu'il lui a évoqué l'article 1er de la Constitution qui n'a pas mentionné la superficie de notre pays. Messieurs les journalistes, messieurs Jourdain, en quoi est-ce que la non-mention de la superficie dans la Constitution empêche l'actuel président à réaliser toutes ses promesses? Oui, parce que en quoi est-ce que l'article... Non, en quoi est-ce que l'article 5 qu'il a évoqué, l'article 10 qu'il a évoqué, à réagir à tout ce qu'il évoque là, empêche l'actuel régime à donner les 6,4 millions d'emplois promis à la jeunesse congolaise? Vous êtes sans ignorer que la Constitution, elle est victime pour rien. Les régimes actuels cherchent à se cacher ou à justifier leur échec derrière la Constitution innocente. Merci, maître. Voilà, ça en est fini, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un autre numéro de On en parle. Ciao.